Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astrocast. La dernière fois, nous avions fait un épisode sur le rôle de PO et d'IA, et cette fois, on va revenir à quelque chose d'un peu plus tech, mais qui s'adresse quand même à tout le monde, puisqu'on va parler d'accessibilité. Et comme d'habitude, je suis à nouveau accompagné de deux invités. Ma première invitée est développeuse et elle vient de finir une mission de 3 ans dans une entreprise publique pour laquelle elle a fait beaucoup de travail au niveau de l'accessibilité et notamment du développement d'un design system. Et elle va nous en parler un petit peu. Il s'agit d'Alice. Salut Alice, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci pour ça. Super. Et une deuxième invitée, j'ai Marie, qui est une développeuse front également, qui est passionnée et formée à l'accessibilité et qui vient de finir fraîchement sa certification RGAA, si je ne dis pas de bêtises, mais tu vas nous en dire plus justement un petit peu pendant l'épisode. Comment ça va, Marie? Très bien, parfait. Super. Et bah, on va pouvoir commencer comme d'habitude avec un petit jeu. Ça va être un peu la même chose que l'épisode précédent pour ceux qui ont pu le suivre. On va faire une petite priorisation de backlog. Donc en gros là, je vais vous donner trois user stories qui parlent exclusivement d'accessibilité et il va falloir me, me prioriser parmi les trois que je vais vous donner. Donc je vous en donne trois et vous me dites laquelle est-ce qu'il faut respecter vraiment en premier, puis en deux, puis en trois. Ok, on va commencer et voir déjà si j'ai bien compris ce que c'était que l'accessibilité et si j'ai pris des règles un petit peu cohérentes. Première manche, du coup, la première règle que je vous soumets, c'est tout le site doit être utilisable au clavier et sans souris. C'est un peu l'archétype un peu du truc hyper accessible où je peux naviguer qu'au clavier. Deuxième règle, les textes doivent avoir un contraste suffisant pour être lisibles. Et troisième règle, chaque champ de formulaire doit avoir un label clair et explicite. Alors déjà, est-ce que il y a des règles qu'il va falloir respecter déjà en priorité? Les trois. Et c'est le jeu, il va falloir me prioriser tout ça. Peut-être prioriser par ce qui est le plus rapide à mettre en place, selon Mhm. l'environnement, travailler avec les équipes ou alors l'équipe dev. Ouais, Je dirais, oui, effectivement, tout doit être mis en place de toute façon, donc autant commencer par ce qui est le plus rapide. C'est ça. Je rejoins ce que tu dis, par exemple pour les contrastes, etc. Si ça implique une refonte globale de l'ensemble du design et de la charte de l'entreprise, c'est peut-être quelque chose de plus compliqué à mettre en place. Euh, Après, pour ce qui est de la navigation au clavier, en premier lieu, il faut savoir si les devs sont formés ou pas, parce c'est une très bonne que question. c'est ce qui peut prendre du temps aussi, Ouais, de former avant ouais, de corriger ce genre de choses. ok. Et puis, pour les champs de formulaire, en général, les développeurs et les développeuses savent faire, donc c'est Ouais, peut-être quelque chose de rapide. ouais, carrément, donc ce serait plutôt ça. Ensuite, tout ce qui est un peu contraste avec les textes, c'est peut-être quelque chose qui a une sensibilité un peu plus UI, design peut-être. Peut-être un peu plus le travail du designer de faire ça. Ouais, Mm. du designer ou de la personne qui a créé la charte graphique. Ok, très Donc bien. c'est plus de ce côté-là. Après, pour moi, ça touche quand même plus de monde parce que là, la navigation clavier, on est sur les personnes qui utilisent le clavier, donc c'est quand Mm. même un peu réduit. Alors que les contrastes, ça peut toucher les personnes daltoniennes, Mhm. enfin toutes les personnes avec des problèmes de vue. Donc c'est très large. Donc Ok, c'est quand même très prioritaire vu que ça touche beaucoup de monde. ok. Et justement, on va parler juste après de qui est-ce que ça concerne vraiment l'accessibilité. On va passer aux trois règles suivantes. Les images importantes doivent toutes avoir un texte alternatif. Les messages d'erreur doivent expliquer clairement quoi faire. Et enfin, les pop-up doivent pouvoir être fermés en cliquant n'importe où. Sur n'importe quel pixel ailleurs, je peux fermer Mm. ma pop-up. Est-ce que ces trois règles vous paraissent cohérentes, importantes, et dans quel ordre est-ce qu'il faudrait qu'elles soient implémentées? Les messages d'erreur, c'est important pour tout le monde. Parce Hmm. que même sans situation de handicap, n'importe qui aimerait savoir pourquoi il y a une erreur dans le formulaire. Donc je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a des priorités? Après, pour tout ce qui est le fait de rajouter des halts sur les images importantes, je pense qu'il faut aussi définir ce que c'est important, parce que tout est une question de contexte finalement Hmm. dans la page. Euh, voilà, pour moi, c'est la nuance que je vais apporter sur le alt. Et à part ça, j'ai oublié ce que c'était la troisième. La troisième, c'était au niveau des pop-up, pouvoir la fermer en Ah, cliquant n'importe où. là, je suis pas sûre, je vais me tourner vers toi. Est-ce que c'est quelque chose qui est demandé dans les critères d'accessibilité ou est-ce que le fait d'avoir juste un bouton de fermeture sur la pop-up est suffisant?
Le bouton de fermeture peut être suffisant s'il est accessible au clavier et surtout si on peut fermer la modale avec la touche échappe. C'est ça surtout le point à bien respecter. Ouais, ok. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer à toutes les questions un petit peu que je me pose et que j'aimerais vous poser à vous sur qu'est-ce que c'est que l'accessibilité, parce que quand on parle d'accessibilité, on pense très souvent à handicap. Donc j'aimerais voir avec vous si justement on peut élargir un petit peu la définition. Donc je vous la pose aujourd'hui. Quand on parle d'accessibilité, est-ce que c'est que du handicap visuel par exemple? Est-ce que c'est que voilà, des lecteurs d'écran, ce genre de choses? Voilà, quelle définition est-ce qu'on peut apporter sur l'accessibilité? Donc l'accessibilité, la définition, c'est de rendre une application ou un site accessible aux personnes en situation de handicap. Mhm. Et donc quand on dit situation de handicap, ça va être les handicaps permanents, donc ce qu'on connaît, les personnes aveugles, les handicaps moteurs, les handicaps cognitifs qu'on oublie souvent. Ouais. Mais ça va être aussi les handicaps temporaires et situationnels. Donc par exemple, dans le métro, on peut pas mettre le son, donc on regarde les sous-titres. Donc ça va être aussi ces situations de handicap qu'on peut avoir. Et puis les handicaps temporaires, la cataracte par exemple, ou le bras cassé. Ça va être ce genre de situation-là. Est-ce qu'il y a une réglementation qui encadre l'accessibilité? Est-ce qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire? Parce que moi, je suis pas du tout au courant, par exemple, là-dessus. Ouais. Même plusieurs choses. Ouais, qu'est-ce que c'est du coup? Beaucoup de choses. À la base, quand on a créé les W3C, on a créé une groupe de discussion sur ces règles-là d'accessibilité. Ouais. Ce qu'on appelle les WCAG. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. C'est les règles mondiales d'accessibilité Ok. qui, elles, ont 3 niveaux. Le simple A, double A et triple A. Et ces règles-là, ensuite, on en a découlé des normes européennes, etc., sur lesquelles nous, on va se baser. Et en France, du coup, on a notre propre référentiel, qui est le RG2A, qui est basé sur ces WCAG double A, donc le niveau 2. Et donc, en France, niveau légal, on doit se baser sur ce référentiel-là, RG2A, qui est en France. Et donc, il y a certaines entreprises qui sont obligées de respecter ce référentiel-là. Ok. Et est-ce que cette législation, elle évolue? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont arrivées, par exemple, récemment, dans les dernières années? Oui. Tu veux en parler? Si je dis pas de bêtises. Il y a une directive européenne pour l'accessibilité qui est arrivée en juin 2025. Ok. Et donc qui concerne on va dire les grosses entreprises, plus de 10 salariés ou un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2 millions d'euros. Pardon. Ok. Et aussi, il y a toute une notion de possibilité de mettre en place les critères les modifications d'accessibilité. Enfin, voilà, il y a tout un truc. Okay. Et en fait, ça concerne beaucoup de choses. Ça concerne des produits comme les ordinateurs ou les guichets de banque, par exemple. C'est obligatoire, voilà. Et ça peut être aussi des services comme des services de vidéo à la demande ou des sites de réservation de transport, par exemple. Voilà, ou des sites de e-commerce. Enfin, voilà, tout un pléthore de services qui sont concernés. Et encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, la loi, elle s'applique dès maintenant, mais la limite pour mettre en application toutes ces règles-là, elle est en 2030. Donc, encore une fois, si je ne me trompe pas, en 2030, il y aura des amendes qui vont normalement tomber sur si on des services qui sont... la réglementation. Exactement. Ok, très bien. Il y a quand même 2 choses différentes, en fait. C'est que les lois françaises se basent sur le RG2A, où il y avait déjà des sanctions et... des obligations pour certaines entreprises qui là étaient plus réduites. Je crois que c'était 250 millions de chiffre d'affaires. Ça s'applique toujours, mais depuis la directive européenne, ça va s'élargir, et notamment dans le secteur du e-commerce par exemple, etc. Après, pour le moment, c'est une directive européenne, donc on est soumis à cette directive-là, et donc il faut voir après dans les prochains mois ou prochaines années, comment ils vont réunir ces deux-là, donc les lois du RG2A et les lois françaises et les normes européennes, pour fusionner un petit peu et connaître un peu mieux toutes les règles et toutes les lois à respecter. Ok. Et donc tu disais, toi, Marie, que tu es certifiée RG2A? Ouais, pour les audits. Ok, donc tu es amenée à faire des audits pour des entreprises. Ouais.
comment est-ce qu'une entreprise en vient à demander un audit? Est-ce que en général c'est une initiative de sa part, elle veut s'améliorer en accessibilité, ou est-ce que c'est la peur de la sanction qui va potentiellement arriver si elle ne le fait pas? Euh, c'est très souvent la peur de la sanction, Ouais. en tout cas des lois à respecter, des obligations. Ça peut être aussi pour une refonte Mhm. ou la mise en place d'un design system. En général, ça peut être le Ok. moment aussi de mettre en place l'accessibilité. Ouais. Donc tout ça, c'est ce que tu as fait, Alice, Oui, quand tu as mis en place un design system, tu as fait attention à ce genre de choses justement. exactement. En fait, c'est l'équipe de dev qui a été motrice, on va dire, sur ces questions-là, qui a demandé à ce qu'il y ait vraiment un expert accessibilité dans l'équipe Ok. qui puisse répondre aux différentes questions que l'équipe de dev avait. Ok, bah c'est vachement cool ça, parce que j'ai l'impression que justement l'accessibilité c'est pas encore quelque chose euh, peut-être qui est encore vu aujourd'hui comme une contrainte peut-être par certains développeurs de bah je dois faire ça en plus de mon travail, ça me rajoute une charge. Et du coup c'est dommage que ce soit vécu comme une contrainte, et c'est bien aussi d'être accompagné par des experts qui peuvent faire de la formation pour plus vécu comme ça, comme une contrainte, et qu'on puisse le faire un peu plus naturellement. Mm. Et du coup, toi, quand tu vas être amené à faire des audits, est-ce que tu sais, ou alors même dans des missions que tu as pu faire jusqu'à maintenant, quelles sont un petit peu les erreurs un peu communes, ou à l'inverse les quick wins qu'on peut mettre en place d'un point de vue accessibilité pour déjà faire un petit pas en avant? Oui, il y a un gros sujet formulaire déjà, puisque Ouais. c'est assez fastidieux à parcourir avec des technologies d'assistance, donc que ce soit des lecteurs d'écran ou autres. Les quick wins qui sont, c'est relier correctement ses champs, afficher les bonnes erreurs, etc. Mais en fait, le quick win principal et ce qu'il faut mettre en place et qui est facile à mettre en place, c'est juste respecter la sémantique HTML tout simplement. Et c'est ce qui est pas trop bien fait. Ouais, mieux utiliser les balises sémantiques plutôt que de mettre du div partout, en gros. C'est ça, Ouais. exactement. Et donc HTML est quand même très bien fait et est accessible. Donc il faut utiliser toutes les ressources qu'on a à notre disposition, que ce soit les balises, les attributs, etc., qui servent à ça en fait. Et donc soit du coup reformer les devs carrément à de l'HTML, soit rajouter des petites infos, des balises qu'on connaît pas, ce genre Hmm. de choses quoi. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as des exemples, toi, Alice, quand tu as travaillé sur ce design system, de choses justement que tu as mis en place d'un point de vue accessibilité, sur des composants Bah, il y a beaucoup de choses. Ouais, j'imagine. Mais déjà, dans tout ce qui est création de nouveaux composants, un composant qui est très rapide à mettre en place, qui n'est pas compliqué et qui apporte vraiment beaucoup d'aisance pour la navigation sur le site, c'est les skip links, Mhm. donc les liens d'évitement. Donc ça, c'est vraiment juste un petit bandeau qu'on peut mettre tout en haut du site, qui va s'afficher tout le temps ou juste quand on va commencer à naviguer à la tabulation, et qui permet de vraiment sauter aux différentes zones en fait, du site. Et ça, c'est facile à mettre en place, c'est juste des encres. Ok. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Quand il y a beaucoup d'éléments dans un header, par exemple, ça permet directement d'aller au contenu principal. Donc c'est super bien. À part ça, en fait, c'est vrai que il y a des choses qui peuvent paraître simples et qui en fait sont un peu plus compliquées, comme par exemple récupérer le contenu de alt pour les images. Ouais. Parfois, ça peut dire, oh, c'est facile. Non, en fait, ça dépend du service qui va te donner le contenu de l'image. C'est pas toujours simple. Mais voilà, c'est Ok. tout un package de choses à mettre en place, des choses plus ou moins rapides à faire. Et comme je disais, je pense que c'est mieux de prioriser, en tout cas quand on débute, sur des choses qui sont rapides à mettre en place, pas trop compliquées, parce que mettre un petit peu d'accessibilité, c'est toujours mieux que de ne pas en mettre du tout. Et je veux aussi juste apporter un petit élément sur les outils de surcouche. On peut se dire, en fait c'est facile, on va ajouter un petit plugin qui va rajouter, je sais pas, qui va améliorer les contrastes. En fait, c'est vraiment mettre un pansement sur une plaie ouverte. Si le site n'est pas accessible, ça sert à rien de rajouter des outils de surcouche. Donc il faut vraiment plutôt mettre les mains dans le code et s'occuper vraiment du site plutôt que d'utiliser ces outils. Ok, intéressant. Et moi, en tant que développeur, à quel moment est-ce que c'est intéressant que je commence à bosser sur l'accessibilité? C'est directement quand je vais commencer à développer une feature, je vais essayer de faire en sorte que ce soit accessible, ou est-ce que c'est plutôt lors de la conception, en partenariat justement avec les designers, qu'il faut que j'essaye d'en parler avec les UX aussi, j'imagine?
À quel moment est-ce que ça se passe? Est-ce que je peux prendre des initiatives juste de mon côté parce que je me dis c'est toujours ça de prix? À quel niveau est-ce que ça doit commencer à être un petit peu, comment dire, l'initiative doit être prise, quoi. Moi, je pense que le plus tôt possible, c'est le mieux. Ouais. Avec les designers, surtout les équipes UX et UI, c'est important. De voir un peu s'ils ont fait toutes les choses qui sont plus ou moins nécessaires, on va dire. Par exemple, tout ce qui est parcours du focus. C'est des choses sur lesquelles on avait des petits manquements, on va dire, à certains moments. Alors qu'en fait, après, quand tu l'intègres en tant que dev, ça peut te poser des gros problèmes. En fait, tout ce qui n'est pas vu au niveau du design va te poser des problèmes décuplés une fois que tu vas le dev. Ouais. Et si tu as un problème, ça va. Si tu en as 2 ou 3, là, ça commence à te faire du code qui est assez dur à créer, à maintenir aussi. Donc voilà, le plus tôt et le mieux. Ok. Et d'expérience, est-ce que les UI/UX sont formés à ce genre de problématiques d'accessibilité? Est-ce qu'ils le sont tous? Est-ce que c'est un peu comme nous, ils le sont mais ils ont la flemme de le faire? Comment est-ce que vous voyez les choses avec ces UI/UX? Moi, des UI/UX avec lesquels j'ai travaillé, certains l'étaient. Ouais. Et donc, c'était quand même très pratique à travailler avec eux parce que la communication était fluide, etc. Ok. Après, je pense que c'est un peu comme les devs, certains le sont, certains le sont pas. Ok. Ça dépend de la personne. Ok, d'accord. Et vous avez l'habitude, du coup, souvent, plus de travailler avec les designers un petit peu main dans la main au niveau de la conception avant, du coup, d'appliquer ce que vous avez décidé en dev. Moi, actuellement, ça se fait plutôt en même temps. Ok. Donc, quand je vais dev quelque chose, je dis, ben là, est-ce qu'on pourrait revoir ça, etc. ensemble. Et donc, c'est de la communication entre dev et design, comme on peut le faire pour les composants habituels. Ok. Voilà. Ok. Et pour parler un petit peu d'IA, parce que forcément, on est obligé d'en parler à un moment donné. On le sait tous, si on utilise un petit peu les IA génératrices de code, c'est de plus en plus performant. Ma question, c'est est-ce que pour des sujets d'accessibilité, ça l'est tant que ça? Notamment parce qu'on sait que l'IA est entraînée sur, on le sait, hein, tout le code qu'elle peut trouver open sourcé un petit peu partout. Est-ce que les problématiques d'accessibilité sont mises en place de manière vraiment globale partout? Est-ce qu'elle a pu être suffisamment entraînée sur ces problématiques-là? Et est-ce qu'elle recrache correctement euh, des vraies solutions d'accessibilité si vous avez pu utiliser l'IA là-dessus, selon vous? Donc moi j'avais essayé de l'utiliser. Alors après globalement en accessibilité, enfin je parle par exemple pour les audits pour le coup, on a toujours eu des petits outils qui nous aident Ok. pour aller lancer un audit avec un outil. Et ça n'a jamais été aussi performant qu'un humain, tout simplement parce que l'accessibilité, c'est de l'utilisabilité, mais c'est de la compréhension aussi de ce qui se passe. Et donc, il y a pas mal d'outils qui vont pas pouvoir, par exemple, comprendre si une image elle est informative ou pas, ce genre de choses. Donc, l'IA, ça va être un petit peu la même chose. On va pas avoir quelque chose qui va faire un audit directement et qui va corriger l'ensemble. Mhm. Ça peut être un accompagnateur, en fait, hein, comme pour le dev classique. Ouais. Par contre, surtout les fois où j'ai pu essayer de l'utiliser pour améliorer un petit peu l'accessibilité d'un composant, la plupart du temps, c'est un peu too much. Il va rajouter beaucoup d'attributs ARIA, etc., sans utiliser l'HTML de base, qui est une bonne pratique d'utiliser plutôt les balises Mhm. HTML plutôt que de rajouter des Ouais. attributs ARIA. Donc, il va rajouter plein d'attributs ARIA, et donc, du coup, on va commencer à avoir du code moins maintenable, et puis il va y avoir beaucoup de redondance. Donc j'ai pas très convaincu, mais comme accompagnateur, oui, pourquoi pas. Ok. Toi, Alice, t'as un peu la même expérience. T'as déjà essayé justement de générer un petit peu du code accessible via IA? Non, pas vraiment. J'ai un rapport un peu compliqué avec l'IA de façon générale. Ouais. Mais d'après ce que j'ai lu, c'est un peu comme ton expérience. En fait, ça dépend vraiment. L'accessibilité, c'est une question de contexte. Donc, l'IA n'est pas forcément au courant du contexte. Donc, c'est toujours moins bien qu'un être humain. Et j'ai vu aussi des gens qui utilisaient des IA pour générer des textes alternatifs pour les images. Et en fait, on peut penser que c'est une bonne idée, que c'est rapide. Le problème, c'est que ça remplacera jamais un vrai être humain qui sait à quoi sert cette image,
quel est le but de cette image et qui va la décrire avec des vrais mots humains, quoi. Voilà, donc je suis plutôt réservée aussi. Ok. Tu parlais du coup d'outils qui t'aident à auditer. Est-ce que tu peux nous citer des outils un peu qui te permettent d'auditer quelque chose? Et est-ce que ce sont des outils auxquels nous, simples mortels développeurs, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser nous aussi pour s'auto-auditer et voir là où on pourrait s'améliorer? Oui, alors les outils globalement qu'on peut utiliser, tu en as certains qui vont aller voir la page entière, tu en as certains qui vont être sur quelques petites parties, je pense notamment au heading, au titre, etc. Ceux qui peuvent aller sur la page entière, ça va être par exemple Wave, qui est une extension assez intéressante, puisqu'elle relève pas mal d'erreurs d'accessibilité et de contraste aussi. Ouais. Tu vas avoir Axe, qui est très intéressant aussi. Par contre, certains vont être basés sur les WCAG et pas forcément sur le RG2A, donc tu vas avoir des erreurs qui vont remonter qui sont pas forcément du RG2A, Ok. mais après, qui peut le plus, peut le moins, donc Oui, c'est oui. cool. Et moi, celui que j'utilise pas mal, puisque c'est là-dessus que j'avais été formée, c'est Tanaguru Extension. Où tu peux, pour le coup, choisir les thèmes que tu veux auditer, donc soit toutes les images, les tableaux, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que ça va pas directement... il va te donner une réponse que s'il arrive à trouver la réponse. S'il trouve pas la réponse, il va juste te dire j'ai vu ça, mais c'est à toi de vérifier humainement ce truc-là. Donc au moins, il n'y a pas forcément... il n'y a pas beaucoup d'erreurs en fait de remontée, puisque là, il te dit que c'est à toi d'aller vérifier, quoi. Donc ça, moi, j'aime bien. Et après, tu as aussi des outils de... Alors, tu as les outils classiques, Lighthouse, par exemple. Il y a Ouais, Lighthouse, item, ouais. il y a Ils un ont une item- option pour ça, ouais. Ouais, il y a un item d'accessibilité. Ok. Et puis, tu vas avoir aussi des outils dans la CI. Tu as, comment il s'appelle, PA11Y, que tu peux mettre dans ta CI et qui te relève les erreurs d'accessibilité. Ok. Voilà pour les outils globaux que j'utilise à peu près. Ok, ça marche. Et j'ai une petite question aussi. Toi, Alice, tu parlais que tu as travaillé sur un design system le plus accessible possible. Est-ce que sur les design systems un petit peu préconçus, si on parle de librairie de composants par exemple, pour pas le nommer Material ou d'autres, est-ce que ce sont des librairies de composants qui, by design, sont accessibles, ont des fonctionnalités d'accessibilité ou pas du tout? Je pense que ça dépend de la Ouais. librairie vraiment, de son focus, si c'est un élément important dans sa philosophie ou Ouais. pas. Sachant qu'en plus, c'est pas parce que la librairie dit qu'elle est accessible qu'elle l'est vraiment. Donc il faut toujours revérifier Ok, dans tous les cas. ça marche. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas d'outil miracle. Et du coup, quand on va avoir par exemple une refonte d'un site où on va devoir y ajouter l'accessibilité dedans, est-ce que un frein qui pourrait être apporté, c'est problématique de budget, problématique de temps aussi? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Parce que j'ai l'impression, quand je pense à l'accessibilité, que ça fait partie un peu du package que tu peux mettre un peu de côté, qui peut être dépriorisé un peu plus facilement parce que c'est pas du fonctionnel, c'est pas du cœur de métier. Et donc, qu'est-ce qu'on répond à ça si on vient nous dire oui, mais on n'a pas le budget ou oui, mais on n'a pas le temps? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Pas mal. En fait, je pense que c'est un peu à mettre en parallèle des tests. Mm. Les tests, c'est une bonne pratique. Je pense que tous les devs sont d'accord pour dire que c'est quelque chose qu'il faut faire, mettre en place des tests. Ouais. Pourtant, ça prend du temps. Comme ça prend du temps, ça prend du budget. Mais aujourd'hui, c'est quand même majoritairement commun d'avoir des tests sur nos projets. Donc je pense que c'est un peu la même chose. Oui, l'accessibilité, ça va te prendre plus de temps sur le moment. Après, ça va peut-être t'en faire gagner, parce que de toute façon, tu vas devoir le mettre en place à un moment donné. Il vaut mieux le mettre en place le plus tôt possible avant que ça snowball en fait, et que ça devienne un énorme truc impossible à démêler. Bien sûr. Donc voilà, oui, ça fait perdre du temps sur le moment, ça du coup te fait perdre de l'argent, mais c'est la vie, il vaut mieux investir maintenant et pas te retrouver après à avoir déjà des amendes et une dette technique vraiment trop, ou une dette d'accessibilité trop importante qui mettrait beaucoup plus de temps à corriger plutôt que de s'en occuper dès le début. Ok. Et comment on embarque une équipe tech, une équipe de développeurs
peut-être se former à l'accessibilité ou du moins être sensibilisé à l'accessibilité. Comment est-ce qu'on embarque ces gens-là, comme moi? Je pense qu'il y a il y a de la sensibilisation, de la formation, mais ça peut être aussi dans les process d'un sprint. Donc, soit dans le ticket directement, où on met les règles d'accessibilité, ou les definition of done, ce genre de choses. On peut mettre dans la CI aussi, ça force aussi le dev, la CI passe pas, bah, du coup je dois corriger mon erreur d'accessibilité. Ouais. Même si ça relève pas toutes les erreurs, ça peut être un début. On est sur la solution punitive. Ouais, c'est ça. Et après, juste en sensibilisant, en leur faisant utiliser simplement leur ordinateur juste avec le clavier, et tout le monde se rend compte que c'est inutilisable et qu'il faut que ça le soit, quoi. J'avais vu aussi qu'un truc qui marchait bien, c'est les tests utilisateurs avec des personnes handicapées ou en situation de handicap. Parce que là, vraiment, toutes les équipes se rendent compte à quel point ce qu'ils font sont soit négatifs, soit positifs sur l'expérience de quelqu'un. Et ça peut vraiment ouvrir les yeux, je pense, Ouais. de voir l'impact réel de ce que tu fais sur la vie, la vie, pas forcément, mais en tout cas sur ce moment où la personne va utiliser ton service, le temps qu'elle va gagner ou qu'elle va perdre. Je pense que ça peut être très intéressant aussi. Vous pensez justement que ça peut être un levier de différenciation, ça, le fait d'avoir un site ultra accessible par rapport à un concurrent qui ne l'est pas? Bah, tu touches tout de suite beaucoup plus de personnes, puisque en France, je crois que c'est estimé à 12 millions à peu près de personnes en situation de handicap. Donc plus ton application elle est utilisable par beaucoup de gens, plus tu vas avoir du monde sur ta plateforme. Donc pour moi, ça peut faire levier de différenciation, ouais, c'est sûr. Ok, mais ça c'est intéressant ce chiffre de 12 millions. Je pense qu'on réalise peut-être pas. On a l'impression que c'est une ultra minorité les gens qui vont être amenés à utiliser l'accessibilité sur notre site, alors que potentiellement pas du tout. C'est quand même une grosse partie des utilisateurs au final. Donc ok, intéressant. Et si on devait finir sur quelque chose, quel serait un petit peu votre conseil à vous préféré, favori pour un développeur, ou pas forcément, même pour un designer, pour n'importe qui dans la chaîne en fait? Quel serait votre conseil pour le sensibiliser un petit peu plus aux problématiques d'accessibilité? La vraie question. Ou pour débuter sur ces sujets-là aussi. Par quoi est-ce qu'on commence? Commencer quelque part, n'importe où, parce que ça sera toujours mieux que rien. Essayez aussi de ne pas être seul, de ne pas être une seule personne qui s'occupe de l'accessibilité dans toute une équipe ou même toute une entreprise, parce que ça fait un très lourd fardeau à porter sur ses épaules. Donc essayez de s'entourer d'autres personnes, pas forcément dans son équipe, mais peut-être aussi dans d'autres équipes qui sont intéressées. Et voilà, petit à petit, essayer d'avancer sur ces sujets-là. Ok, trop bien. Mais je dis ça aussi parce que là aujourd'hui, si je suis sur un gros produit, un gros site et tout, que d'un coup j'ai envie de me chauffer à explorer un petit peu l'accessibilité, c'est vrai que je vais me dire mais par où est-ce que je vais commencer, qu'est-ce que je peux faire et tout. Limite ça peut être décourageant quoi. Donc ça peut être intéressant de savoir, d'avoir des petits inputs sur qu'est-ce qui est un peu le plus facile, la porte d'entrée la plus simple à prendre pour commencer là-dessus. Je sais pas si toi t'as d'autres conseils par rapport à ça. Non, un petit peu la même chose, commencer n'importe où, juste se renseigner, se sensibiliser, puis prendre n'importe quel petit truc et juste commencer. Et de toute façon, ce sera toujours utile de commencer quelque part. Donc voilà, et oui, bien s'entourer parce que si on commence par résoudre les contrastes de couleurs, et il faut communiquer avec le designer, etc. Donc il y a beaucoup de personnes à convaincre. Quand on débute, autant du coup commencer par mettre des petites choses en place plutôt que de convaincre tout le monde. Ça prend moins d'énergie et puis on apprend aussi plus de choses. C'est clair. Ça. Trop bien, ok. Bah super, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, on arrive sur la fin là, de notre échange. J'aimerais juste rajouter un truc. Ouais, bien sûr, vas-y. En fait, l'accessibilité, c'est pas la même chose que la conformité. Oui. En fait, là, on a des critères selon différents référentiels qui apportent de la conformité, mais ça veut pas dire qu'un site conforme est forcément accessible. Enfin, en fait, c'est pas la même, c'est pas la même échelle.
Si je reprends l'exemple d'un site de vidéo en streaming, les critères peuvent être bons à 95%. Donc on peut se dire, oh, c'est super accessible, mais si les vidéos ne sont pas sous-titrées, en fait, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir eu 95% de critères validés, quoi. Donc voilà, il faut aussi voir, c'est pour ça aussi que c'est important de se dire que c'est quelque chose d'assez humain, enfin c'est une expertise humaine en fait, l'accessibilité, de vraiment savoir ou alors imaginer des parcours par rapport à ses expériences, par rapport à d'autres personnes qu'on a pu interviewer ou qu'on a pu rencontrer, parce que les usages sont très différents selon les personnes. Voilà, il ne faut pas juste se dire « Oh, je suis content, j'ai eu 95% d'accès, enfin, pardon, 95% de critères validés, ça suffit pas pour l'accès, de façon générale. » Trop bien. Ouais, du coup, j'ajoute, je sais pas si vraiment un jour on peut dire qu'un site est accessible, puisqu'on sait pas les multiples personnes qui vont l'utiliser ont des manières d'utiliser différemment. Bien sûr, ouais. Donc on peut dire que le site il est conforme, mais c'est rare de dire qu'il est accessible. En tout cas, c'est pas juste. Ok, ça marche. Ok, trop intéressant. Et merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus parler avec moi d'accessibilité. C'était super intéressant en plus pour moi qui connaissais pas grand chose pour être honnête à ce sujet-là. Donc merci beaucoup à vous deux. Et puis merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de matinée, quel que soit le moment de la journée auquel vous nous écoutez. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Astrocast qui arrivera sûrement d'ici 1 ou 2 mois normalement si on commence à respecter un peu plus nos délais de sortie. Donc à très bientôt. Salut, ciao.